Bonjour et merci infiniment de recevoir encore chez vous en ce jour rencontre-échange, nouveau numéro, l'émission Entretien qui passe sur ta santé chaque samedi. Et ce jour encore, nous allons parler de notre pays, le Togo, en période post-électorale. Le 22 février dernier, le Togolais était aux urnes pour se choisir un nouveau président. On connaît les résultats de ce scrutin. La CENI en a donné le résultat provisoire et c'est le candidat président sortant qui se succède à lui-même. Quelle analyse faire du processus électoral? Pourquoi ces résultats, notamment ceux de l'opposition, que fait-il dire? Quel décryptage? Pour en discuter, je reçois pour vous un doyen, un confrère d'âge, M. Kwessan Ewodevi, journaliste et ancien directeur de la TVT. Merci de nous faire honneur. Tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie grandement pour cette invitation parce que vous m'avez donné l'occasion, la possibilité de goûter encore une fois au plaisir d'être dans un studio et de faire face aux caméras. Merci beaucoup, M. Vincent. Très bien, c'est un plaisir partagé de vous avoir à nous écouter. Et c'est donc pour parler de la situation actuelle, de l'analyse de ce processus électoral qui est en cours, parce que ce n'est pas encore terminé. Il reste à confirmer ces résultats par la Cour constitutionnelle qui a 6 jours pour en débattre, et donc le temps d'étudier les recours, les éventuels recours qui sont déjà annoncés. Alors dites-moi, quelles appréciations faites du processus dans son ensemble depuis l'ouverture, n'est-ce pas, du dépôt des dossiers de candidature avec la campagne électorale et le vote en lui-même? Comment vous appréciez? Êtes-vous satisfait de ce qui s'est passé samedi dernier? Bien, Monsieur Wilson, vous savez que vous et moi, nous traitons les informations, nous travaillons sur des faits, nous analysons les faits, nous les commentons et nous les interprétons. C'est ça. Je crois que c'est ce travail-là que nous allons faire aujourd'hui. Évidemment. Alors pour ce qui concerne les faits, nous avons vécu une période extraordinaire. Et je voudrais dire tout simplement que je donne une bonne note à notre pays. Je donne une bonne note au peuple togolais. On parle de maturité politique Je du peuple donne togolais. une bonne note à tous les candidats, aux électeurs. Et cela illustre tout à fait la grande maturité politique du peuple togolais. Voyez-vous, ces élections se sont déroulées, bien que cela soit un rendez-vous avec des enjeux très très importants, ces élections se sont déroulées comme une lettre à la poste. C'est-à-dire aussi banalement que cela soit possible. Ça veut dire tout simplement que notre pays progresse. Le Togo est en train de progresser. Je ne voudrais pas qu'on fasse ou qu'on continue de faire dans l'autoflagellation. Ce pays progresse, ce pays avance selon son rythme et c'est extrêmement important qu'il faut le souligner. Voyez-vous, dans les temps passés, lorsque on s'apprête à organiser les élections, vous voyez, il y a certains citoyens qui ramassent leurs affaires, ils rentrent à l'intérieur, ils quittent le pays tout simplement parce qu'ils ont peur des lendemains des élections. Aujourd'hui, tel n'a pas été le cas. Les élections se sont déroulées dans la paix, dans la sérénité totale. Pendant la campagne électorale, on a vu que les différents candidats se sont portés vers les électeurs, ils ont discuté avec les électeurs, ils ont proposé leur projet de société et les électeurs, le jour de l'élection, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun est allé dans son bureau de vote, il a déposé tranquillement son bulletin dans les urnes, il est revenu à la maison tranquillement en attendant la proclamation des résultats provisoires. C'est ce qui a été fait. Et je dis tout simplement que nous avançons. Nous avançons et ce qui doit être fait, c'est que nous devrions tout faire pour préserver, parce que en fait c'est des acquis. C'est cette façon tranquille d'aller voter tranquillement. Et vous avez vu le taux de participation. Les Togolais étaient concernés. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Les Togolais voulaient participer justement à ce débat démocratique. Et je dis tout simplement que je donne une bonne note à tout le monde. Et je donne en dernier lieu une bonne note au président de la République, président sortant, qui est au cours de cette compétition, c'est lui qui a été choisi par le peuple pour pouvoir continuer sa mission. Je lui donne également une bonne note. Je donne une bonne note à toutes les institutions qui sont impliquées dans l'organisation de ce scrutin. Tout le monde a été merveilleux et il faut le souligner. Et donc mon appréciation, c'est que est-ce que je suis satisfait? Si je ne suis pas satisfait, je n'allais pas donner de bonnes notes. Donc je dirais tout simplement que je suis satisfait. Et donc bonne note à tous ceux qui sont impliqués dans la tenue de ce scrutin.
Nous analysons les faits, nous les interprétons. Mais il y a quelques couacs. Lors de la campagne, on a signalé ça et là, quelques ennuis dans certaines parties du pays lors de la campagne des candidats. Et même le jour du vote, il y a eu des incidents qui ont été signalés dans certains bureaux de vote. Vous savez, je voudrais par exemple profiter de cette occasion pour dire que nous sommes dans une démocratie qui est en train de se construire. Et tout n'est pas parfait. C'est vrai, c'est une évidence ce que vous êtes en train de dire. Il y a eu quelques petits couacs, mais très très rapidement, tout a été réglé et tout est rentré dans l'ordre. Et donc je dis globalement, selon les rapports qui ont été faits par les observateurs, je pense simplement que par rapport aux enjeux, par rapport à ce grand rendez-vous, ces petits couacs-là, on les a surmontés et je crois qu'il faut plutôt apprécier les résultats. Et c'est ça qui est important. Alors, ce scrutin de 2020, qu'a-t-il de particulier par rapport à 2005, 2010 et 2015 ? Est-ce qu'il y a une particularité ? Mais il y a plusieurs éléments qui singularisent cette élection de 2020. D'abord, commençons par le taux de participation. Oui. Un taux de participation record. Parce qu'entre-temps, on nous parlait de lassitude, de désaffection. Oui, des urnes, les Togolais, chaque Togolais a voulu accomplir sa mission, c'est-à-dire a voulu accomplir son devoir de citoyen. Et donc, pour ce qui concerne déjà le taux de participation, 76%, on peut dire 76%, plus de 76%. Donc, on peut dire déjà que c'est une particularité. Deuxième chose, voyez-vous, dans les pays africains, habituellement, lorsqu'on organise des élections, il faut attendre 2, 3, 4, 5 jours, parfois une semaine pour pouvoir avoir les résultats. Voyez-vous, dans les pays à tradition démocratique, en France par exemple, on peut citer ce cas, lorsque on ouvre les bureaux de vote, on les ferme l'après-midi, aux alentours de 18h déjà vous avez les grandes tendances. Et à 20h vous avez le nom du nouveau président. Alors pour ce qui concerne le Togo, habituellement, lorsque les élections se tiennent dans notre pays, il faut attendre 2, 3, 4, 5 jours avant d'avoir les résultats. Mais cette fois-ci, la CENI a proclamé les résultats avec une célérité qui nous fait honneur. Je pense qu'en 24 heures, on avait déjà les résultats provisoires. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Ça fait partie des particularités de cette élection. Et je n'ai pas fini. Voyez-vous, il y a eu des innovations. La communication a été totalement équilibrée. La télévision nationale a organisé des débats qui étaient... C'est une première. C'est une première, qui étaient des occasions pour chaque candidat de pouvoir présenter et proposer son projet de société. On est d'accord. Et on ne s'est pas arrêté là. On ne s'est pas arrêté là. Non seulement il y a eu une communication totalement équilibrée, mais le jour du vote, vous avez constaté que les frontières n'ont pas été fermées. C'est aussi une première. C'est aussi une première. La circulation était totalement fluide. Mais vous pouvez aller d'une préfecture à une autre. Et puis, cette fois-ci, et si vous avez bien constaté, vous verrez que chaque candidat a pu présenter un projet de société, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous avez seulement quelques candidats qui ont des projets de société. Cette fois-ci, chaque candidat a pu élaborer un projet de société qu'il a présenté devant les électeurs. Ça aussi, c'est une innovation. Et puis, l'autre innovation, c'est que c'est le naufrage de l'ANC, de son président. On en parlera lorsqu'on va étudier les forces en présence. D'accord, comme vous voulez. Oui. Alors donc, justement, je fais la transition en même temps. Parlons des forces en présence, n'est-ce pas ? Il y a bien sûr le président sortant qui représentait son parti, l'UNIR. Et il y a 6 candidats face à lui de l'opposition et une opposition désormais plurielle, M. Vodévi. Bien. Monsieur Wilson, je ne voudrais pas faire des procès d'intention. Je voudrais toujours dire quelque chose qui va vous surprendre. L'opposition a été toujours plurielle. Dans tous les pays, l'opposition a été toujours plurielle. Il ne faut pas chercher à avoir un parti unique de l'opposition. Cela ne peut jamais être possible. Il y a 6 candidats qui ont représenté l'opposition au cours de cette élection présidentielle. Et je pense que cela participe à la vitalité de notre système démocratique. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. S'il s'agissait par exemple d'une élection à un seul tour, en ce moment-là,
on peut, par exemple, exiger de l'opposition qu'elle se donne un candidat unique, quel n'est pas le cas. Mais cette fois-ci, c'est une élection à 2 tours, ce qui fait partie évidemment des innovations. C'est de nouvelles élections qui ont été organisées suite à des réformes qui ont été faites. Et je pense que le fait que l'opposition se soit présentée en rang dispersé, ça ne devrait pas, en tout cas pour ce qui me concerne, ça ne devrait pas être un problème. Quand il s'agit d'une élection à 2 tours, je crois que les alliances se font au second tour. Et donc, chaque parti politique était en droit de présenter son candidat. Vous voyez, par exemple, quand on demande à l'opposition, par exemple, de présenter une seule candidature, il y a parfois certains électeurs qui peuvent ne pas se reconnaître dans le candidat qui est choisi. Et par conséquent, ils peuvent ne pas aller voter. Je pense que cela ne devrait pas constituer un handicap majeur. Ce qu'il fallait faire, c'est que cette opposition qui s'est présentée en rang dispersé aurait pu, à travers un travail sérieux, à travers le courage, l'organisation, contraindre le président sortant à un second tour, ce qui n'a pas été le cas. Et si vous prenez par exemple les scores des 6 candidats de l'opposition, ça ne fait même pas la moitié du score fait par le président de la République, président sortant. C'est pour vous dire que malheureusement, les efforts de l'opposition n'ont pas porté. Il y a dispersion des voix ou quoi? Est-ce qu'il y a émiettement de l'électorat? Bon, on ne peut pas parler d'émiettement, même si l'opposition se présentait avec un seul candidat. L'opposition serait battue par rapport aux résultats que nous avons eus après la proclamation des résultats par la Cour, la CENI. Oui, mais le constat, c'est que sur le terrain, pendant longtemps, on a clamé haut et fort que l'idée de candidature unique était le sésame, n'est-ce pas, de l'alternance politique. Et même dans ce scrutin, il y a... Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire la candidature unique s'imposait s'il s'agissait, par exemple, d'une élection à un seul tour. Là, il fallait absolument faire l'effort de trouver un seul candidat pour représenter l'opposition. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'il s'agit d'une élection à 2 tours. Une élection à 2 tours est totalement ouverte. Tous les candidats peuvent se présenter. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que l'opposition devrait faire tout son possible pour pouvoir contraindre le président sortant à aller au second tour. Et comme ça, lorsqu'on arrive au second tour, les alliances peuvent se faire. C'est à ce niveau, évidemment, qu'il faut absolument faire les alliances. Sinon, faire les alliances avant, je crois que ce n'est pas indispensable. Et tous ceux qui disent que l'opposition n'a pas gagné, tout simplement parce qu'elle est allée en rang dispersé, moi, je ne suis pas de cet avis-là. D'accord. Rencontre riche, un nouveau numéro, nous parlons de l'analyse post-électorale, ce qu'on peut en dire. Mon grand confrère, collègue, que ça vous devient mon invité, c'est avec lui que nous réfléchissons sur ces questions, après donc le scrutin du 22 février dernier. Alors, autre fait marquant que j'ai observé, je crois que vous allez le constater aussi, c'est une première en Afrique. On voit un prélat, un ancien archevêque qui descend dans l'arène politique, qui porte et soutient un candidat de toutes ses forces. Et on l'a vu aux côtés de son poulain tout au long de la campagne. Quelle interprétation peut-on en faire? C'est vrai que c'est un peu inédit. C'est un peu inédit. Vous savez, Monseigneur Philippe Coudreau est une grande personnalité, c'est une autorité religieuse et morale que nous sommes en droit de respecter absolument. Mais je dis, en tant que citoyen, moi c'est comme ça que j'interprète tout ce qu'il a fait jusque-là. En tant que citoyen, il s'est fortement impliqué dans cette élection et il a démontré ses convictions. C'est-à-dire qu'il a prouvé absolument qu'il était contre le candidat en face, c'est-à-dire qu'il était contre le pouvoir, il voulait tout simplement qu'il y ait changement de pouvoir. Il a misé sur un cheval, il a tout fait, il a mis son onction, il a mis tout son poids dans la balance. Et ça, je crois qu'en tant que citoyen, on peut le lui autoriser. Maintenant, ce qu'il a fait, je dis, il a misé sur un cheval, mais tous les efforts qu'il a eu à faire, ces efforts n'ont pas été payants. Ces efforts n'ont pas produit de fruits. Et ces efforts ont eu une grave conséquence, c'est-à-dire que ça a accentué
plus que jamais la division au sein de l'opposition. Parce qu'il a misé sur M. Agbeyeme Kodjo, et le choix de M. Agbeyeme Kodjo comme étant le représentant de l'opposition au cours de cette élection, ce choix n'a pas suscité l'adhésion de tout le monde. Et donc, disons que la démarche de Monseigneur Philippe Kodjo a été plutôt désastreuse pour l'opposition. C'est vrai qu'il voulait absolument que l'opposition se mette ensemble, s'entende, mais il n'a pas pu réussir. Et je voudrais encore dire une chose, non seulement cette démarche a divisé l'opposition, mais c'est cette démarche qui a fait que le candidat de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, a eu ce score-là. Vous vous rappelez qu'en période électorale, lorsque par exemple Monseigneur Philippe Kodjo menait les tractations, Monseigneur Jean-Pierre Fabre n'était pas d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Furieux, il a traité Jean-Pierre Fabre de Judas. Et vous savez que, publiquement, et vous savez que quand, par exemple, on tient de ce genre de propos avec la communication aujourd'hui qui se fait à travers les réseaux sociaux, donc cela est parti vers les quatre coins du monde et tout le monde considérait M. Jean-Pierre Fabre comme étant un traître, un perfide et donc un Judas. À partir de ce moment-là, cela forcément va porter préjudice à la candidature de M. Jean-Pierre Fabre. C'est une faute morale politique. Je ne veux pas aller jusque-là, je ne veux pas parler de faute, c'est-à-dire que Monseigneur l'a traité de Judas. Et ça a porté préjudice. C'est un fait. Oui. Et ça a créé un fossé, et je me suis en droit de me demander si ce recollement des morceaux pourrait avoir lieu, et si ça allait avoir lieu très bientôt. Parce que je dis, la démarche de Monseigneur Philippe Kodjo a beaucoup plus accentué la division au sein de l'opposition. Et ça, c'est mon envie. C'est ça, donc c'est une opposition désormais en déconfiture qui aura du mal à se reconstituer. Mais je pense qu'il faut chercher plutôt à trouver un mot beaucoup plus fort. C'est-à-dire que c'est une opposition qui pratiquement est très très difficilement, il faut le dire, mais aujourd'hui, quand on cherche cette opposition, difficile de pouvoir la trouver. Et maintenant, pour pouvoir recoller les morceaux, étant donné que le fossé est trop béant, les plaies sont trop béantes, comment cicatriser toutes ces plaies? Je dis, il y a du travail à faire à ce niveau. C'est un constat que vous et moi, nous sommes en train de faire. C'est ça. Avec cette personnalité de Jean-Pierre Fabre, n'est-ce pas, qui est sorti, n'est-ce pas, de cette élection très en retard, enfin, par rapport à son score. Oui. C'est l'image d'un homme qui... Écoutez, tout ceci a une raison. Tout ceci a une raison. Vous savez, quelle image nous avons de M. Jean-Pierre Fabre? L'image qu'il projetait, c'est l'image d'un homme intransigeant. Oui. C'est l'image d'un homme intrépide. C'est l'image d'un homme intègre. Oui. C'est l'image qu'il donnait. On nous dit qu'il est au-dessus de tout soupçon. Mais la démarche de Monseigneur Philippe Kodjo lui a fait beaucoup de mal. Autre chose, vous vous rappelez cette affaire de 30 millions de francs CFA, cette affaire qui a été mal gérée par l'opposition. Et ça aussi, à partir de ce moment-là, vous savez que l'image de M. Jean-Pierre Fabre a pris un rude coup. Et tout cela a contribué aujourd'hui à sa défaite. Vous imaginez celui-là, lors des dernières élections, il se retrouvait toujours dans la fourchette de 33, 34, 35%. Et chaque fois qu'il y a des élections, il se retrouve toujours en deuxième position par rapport au candidat de UNIR. Aujourd'hui, il est relégué à la 3e place avec un score qui n'atteint même pas 5%. Ça veut dire que les deux événements, la conjugaison de ces deux faits, c'est-à-dire la démarche de Monseigneur Philippe Kodjo et cette affaire de 30 millions, ça a beaucoup écorché l'image de M. Jean-Pierre Fabre qui se retrouve aujourd'hui dans cette situation de naufragé. Monsieur Rodrigue, si vous étiez son conseiller en communication, son coach, son directeur de campagne ou son conseiller... Non, je ne voudrais pas être le directeur de conscience de qui que ce soit. Je suis là, vous et moi, nous sommes en train de faire un constat. Il nous arrive de coacher des gens. Nous sommes des observateurs et nous avons vu effectivement qu'il est tombé, c'est la descente aux enfers, ce qu'il a lieu de faire. Vous savez, quand la politique, il n'y a pas toujours d'absolu. Vous savez, on peut rebondir à tout moment. Il suffit seulement que lui-même, il prenne conscience effectivement de cette situation et qu'il essaie de voir comment
il va faire pour rebondir. Ça fait la 3e fois qu'il va aux élections. 3 défaites. Je crois qu'il lui appartient évidemment de tirer les leçons et de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va garder la tête de son parti? Est-ce qu'il va permettre l'émergence d'une nouvelle classe? Je crois que ce travail-là lui appartient. D'accord. On continue l'analyse sur les candidats. On a parlé du candidat président sortant réélu, on a parlé de Jean-Pierre Fabre. Et M. Agbeyo, mais ça percée. Bon, alors, pour vous dire très franchement, parce que ici, nous référons toujours aux faits. Oui, on fait des analyses en nous basant sur les faits. Et on parle des principes personnels. La première participation de M. Guillaume Kodjo à l'élection présidentielle, mais nous connaissons le résultat. Ce résultat-là n'est pas fameux. Son score, c'était autour de 0,80, quelque chose de pourcent. En tout cas, si je n'ai pas, pas les chiffres exacts. Mais si subitement, M. Guillaume Kodjo se retrouvait avec plus de 18%, je pense qu'il a plutôt profité de l'aura, de l'onction de Monseigneur Kodjo. Je crois que c'est plutôt ça qui lui a été favorable. En dehors de ça, au niveau de son parti, le PDD. Nous avons vu chaque fois que ce parti se présente aux élections, nous avons vu le score qu'il a fait lors des élections législatives qui a été boycotté par l'opposition. Nous avons vu le score qu'il a fait lors des municipales. Je ne pense pas que c'est un très grand parti. On peut le dire comme ça, tout simplement. Et donc, M. Guillaume Kodjo a profité de la dynamique de Monseigneur Kodjo. Je crois que c'est plutôt ça. C'est cela. Alors, venons-en aux résultats. La CENI a proclamé les résultats provisoires, donnant le président sortant vainqueur à plus de 72%. Et naturellement, ces résultats sont contestés par l'opposition. Bien, alors, moi, le président de la République, ce score est le résultat d'un travail que le chef de l'État a fait. Lui aussi, oui. sur les dernières élections, non seulement, ce résultat. Vous savez, par rapport à ce résultat, nous avons beaucoup de choses à dire. D'abord, il y a le travail que le président de la République a fait sur le terrain d'abord, voyez-vous, et puis il y a le bilan du président de la République. Incontestablement, il y a un bilan qui est positif et qui a parlé. Voyez, il y a un bilan qui a parlé. Et le président de la République, voyez-vous, il a un message limpide, un message très clair. Et que dit ce message? C'est un message à 3 volets. C'est très très clair. Le président de la République, lorsqu'il se présentait devant les électeurs, voilà le message qu'il tient. Premier volet, voici, vous m'avez fait confiance pendant 15 ans. Voici ce que j'ai fait pendant 15 ans. Mes résultats, le bilan, on peut le dire que c'est un bon bilan. C'est ce qu'il a dit. Deuxième volet de son message, je n'ai pas pu tout faire. Tout n'a pas été fait. C'est aussi clair, ça veut dire que quelque part, humblement, le président de la République reconnaît qu'il n'a pas tout fait. Oui. Et troisième volet de son message, donnez-moi la possibilité, renouvelez-moi votre confiance pour que je puisse renforcer, améliorer ce qu'il a fait. Et puis, le président de la République a pris des engagements nouveaux. On ne va pas revenir là-dessus parce que tout cela a été dit pendant la campagne électorale. C'est ça, on n'est plus en campagne. Et non seulement il y a la personnalité du président de la République qui affiche une grande humilité, mais en dehors de ça, mais le président de la République a un grand parti derrière lui qui est une machine électorale. Est-ce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une élection présidentielle, je dis bien, une élection présidentielle ne se prépare pas en 2 semaines. Ce n'est pas pendant la campagne électorale qu'on gagne une élection présidentielle. Une élection présidentielle se prépare 1 an, 2 ans, bien avant. Et ce que nous avons constaté, c'est que le parti qui soutient le président de la République, dont il est le fondateur, le Parti UNIR, ce parti, après l'élection présidentielle de 2015, on a constaté qu'à un certain moment donné, ce parti-là s'est plongé dans une certaine léthargie. Mais vous vous rappelez les événements de 2017, en août 2017. Et ces événements, il faut quand même reconnaître, ces événements ont réveillé le Parti UNIR. Et depuis 2017 jusqu'au 22 février, UNIR n'a plus jamais quitté le terrain. Et ce n'est pas fini. Le président de la République, sa personnalité, le bilan qui a parlé pour lui, et son parti qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que le chef de l'État
qu'est-ce qu'il a fait en matière de communication? Ils ont la méthode pratiquée, c'est la campagne de proximité. Et cette campagne de proximité a permis à UNIR, qui est le parti le plus important au niveau de notre pays, qui est le parti qui regorge beaucoup plus de cadres. Et cette campagne de proximité a permis à tous les cadres de descendre dans leur hameau, dans les coins les plus reculés. Ils ont parlé à leurs parents, ils ont parlé à la population. Et bien avant ça, 6 mois avant, tous ces cadres-là, des délégations ont été envoyées pour demander les avis, discuter avec les populations. Et fort de ces résultats, on a proposé des messages que les populations ont envie d'entendre et d'écouter. Et c'est ça qui a fait que le président de la République a fait ce score. Alors maintenant, je dis tout simplement que non seulement il avait la maîtrise de la communication, non seulement il avait au niveau de son parti les moyens de faire la campagne, tout simplement parce que on ne fait pas la politique quand on n'a pas les moyens. La politique demande beaucoup de moyens. Et en la matière, unir à utiliser les moyens qui sont à sa disposition. On a vu, je ne veux pas parler de moyens de l'État. Quand on est un parti bien organisé et quand on va à une bataille qui est aussi cruciale que cette bataille, je crois qu'on doit se donner des moyens. Et moi, je ne parle pas de moyens d'État. Je ne pense pas cela. Je crois que les gens, au niveau de UNIR, les cadres, ils se sont sacrifiés, ils ont produit des efforts personnels et c'est ça qui est le résultat. C'est ça qui a produit les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, il fallait donner une contribution financière à l'opposition. Dans cette campagne, ça a été une décision prise en Conseil des ministres. Vous savez, M. Wilson, quand on veut faire de la politique, on se donne les moyens de pouvoir faire la politique. Je le dirai et je vais le répéter encore. Lorsque, par exemple, c'est une décision qu'on doit mettre 42 millions de francs CFA à la disposition de chaque candidat, mais en fait, si vous avez eu l'occasion, par exemple, de participer à l'organisation, si vous avez eu une certaine expérience en la matière, 42 millions ne suffisent même pas pour un budget de la communication. Je vais vous donner un exemple. Au Bénin, vous savez, le candidat malheureux de l'élection 2016 au Bénin, M. Lionel Zissou, a été condamné tout récemment. Il a été condamné tout récemment, tout simplement parce que la justice l'accuse d'avoir dépassé le plafond qui a été fixé, le plafond des dépenses au niveau du Bénin. Est-ce que vous connaissez le montant de ce plafond? C'est 2,5 milliards de francs CFA. Le plafond est à 2,5 milliards de francs CFA et M. Lionel Zissou a dépassé ce plafond. Alors, s'il vous plaît, quand on nous dit qu'on n'a pas pu faire la campagne, tout simplement parce qu'on n'a pas eu les 42 millions, je dis quelque part que ça fait un peu trop gros. C'est vrai, ils n'ont pas eu les 42 millions, mais on ne devrait pas s'attendre à recevoir ces 42 millions de francs CFA avant de faire la campagne. Une campagne pour une élection présidentielle, ça demande beaucoup de moyens. Et quand on a l'ambition, par exemple, de diriger un pays, je vous dis tout simplement qu'on doit faire l'effort de se donner les moyens. Donc ce n'est pas un citoyen ordinaire, ça. Ce n'est pas une affaire de citoyen ordinaire. Vous et moi, nous n'avons peut-être pas les 42 millions de francs CFA, mais lorsque, par exemple, on regarde ailleurs ce qui se passe, quand on regarde les budgets pour une campagne électorale, dans le cadre de l'élection présidentielle, je dis, c'est beaucoup d'argent. Et donc, quand on n'a pas ces moyens, je crois qu'il ne faut pas s'aventurer. Et vous allez faire tout simplement piètre figure. Et vous savez, pendant la campagne électorale, il faut aller dans les coins et recoins, aller dans les hameaux, aller même dans certaines localités de notre pays qu'on appelle le 6e continent. Si vous n'arrivez pas à aller vers les électeurs et que c'est juste à travers les médias, mais soyez sûr que votre message ne passera pas. Vous savez, on est des Africains. La proximité est quelque chose qui compte énormément. Alors quand un candidat vient vous voir, ça veut dire tout simplement que ce candidat vous considère. Mais si
vous ne verrez ce candidat qu'à travers les lucarnes de la télévision, je ne suis pas sûr que vous aurez le courage de voter pour lui. Alors, parlons justement des moyens. Ailleurs, et là, ça nous amène à analyser même la formation de nos partis politiques, comment ils sont constitués. Bien entendu, ils sont souvent réduits aux fondateurs, à quelques membres, et qui ne participent pas, les militants ne participent pas à la vie financière du parti. Non, mais je crois que c'est ça, vous avez parfaitement raison. Quand on crée un parti politique, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, d'abord, il faut que ce parti soit bien structuré. Ok. Il faut que ce parti fasse l'effort de se trouver des moyens. Si vous n'avez pas les moyens, je le répète encore, il ne faut pas vous aventurer sur ce terrain-là. Parce que la politique, ça demande beaucoup de moyens. Pour pouvoir surtout accéder à la magistrature suprême, pour pouvoir vous asseoir dans le fauteuil présidentiel, cela demande beaucoup de moyens. Et quand vous avez un parti avec des militants qui ne cotisent pas et que c'est seulement au niveau, si l'argent doit sortir, si on doit faire des dépenses, c'est seulement le président fondateur qui doit faire les dépenses, je crois que ce parti-là ne fera pas long feu. Le jour où le président n'aura plus d'argent, le jour où le président sera économiquement asphyxié, alors le parti va battre de l'aile. On est d'accord là-dessus. C'est ça, oui. Parlons des périodes post-électorales. Nous y sommes. Et par le passé, est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements, des manifestations, de continuité de protestation. Oui. On a vu ça en 2005, 2010, 2015. Est-ce que cette apparente accalmie, il faut le considérer comme étant totalement calme et que donc... Du début de ce processus jusqu'à maintenant, on a observé une certaine sérénité. Le ton était à l'apaisement, même s'il y a certains qui contestent, qui ne sont pas d'accord, ce qui est totalement normal. Nous sommes dans un état de droit, quand vous n'êtes pas d'accord, il faut le manifester. Mais seulement ce qu'il faut faire dans le cadre d'une élection, il y a des dispositions qui sont prévues. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les résultats qui sont proclamés, il y a des institutions de notre pays qu'il faut saisir. C'est-à-dire qu'il faut passer tout simplement par les voies légales. C'est ce qu'on demande. Et vous, une fois que vous avez les preuves, parce que le tout n'est pas de dire que les résultats proclamés sont des résultats frauduleux. Le tout n'est pas de dire qu'on nous a triché. Le tout n'est pas de dire qu'on a fraudé. Mais il faut que vous disposiez des preuves. Et une fois que vous avez collecté ces preuves, vous mettez ces preuves à la disposition d'un organe qui est notre Cour constitutionnelle qui va trancher en dernier ressort, puisque c'est cet organe-là qui va proclamer les résultats définitifs. Et donc, si vous avez des arguments qui sont valides, mais je crois qu'il appartient à la Cour constitutionnelle d'en tenir compte. Maintenant, si vous n'avez pas de preuves, si vous n'avez pas des résultats à afficher pour démontrer que vous avez été triché, je crois que le reste, c'est un combat perdu d'avance. L'opposition donne ses résultats aussi, hein? Il y a des chiffres qui nous sont balancés. Alors, s'il y a des chiffres qui sont balancés avec des preuves, je crois qu'il appartient à la Cour constitutionnelle. C'est le seul organe habilité à se prononcer sur ces cas-là de fraude, sur ces cas, sur ces imperfections. Et donc, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que chacun, tout responsable, doit, avec beaucoup de patience, attendre que la Cour constitutionnelle se prononce sur ces faits. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Notre pays vient de très très loin. Nous sommes sur une bonne trajectoire. Et je crois que tout responsable doit faire de telle sorte que la paix que nous avons, la stabilité qui existe dans notre pays, que cela ne soit pas remis en cause. Et donc, toute réclamation que je trouve totalement légitime, ces réclamations sont légitimes. Je crois qu'il faut, n'est-ce pas? Et ceux qui sont allés déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle, je crois qu'ils ont bien fait. Maintenant, il faut attendre, évidemment, les décisions de la Cour constitutionnelle. Je crois que c'est plutôt ça qui est plus sage. Sauf qu'il y a aussi une crise de confiance là-bas, hein, cette Cour constitutionnelle. Écoutez, vous voyez, nous sommes un pays qui se construit en tant qu'État de droit. Il n'y a pas eu, on ne peut pas dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais ce que nous devons faire pour que notre pays puisse avancer, nous devons faire l'effort de faire confiance à nos institutions. C'est extrêmement important. Si déjà, nous-mêmes, nous condamnons nos institutions, nous pensons que la vérité ne sortira pas de ces institutions, mais je dis non. Quel que soit ce que nous pouvons penser de ces institutions, je dis,
il faut les prendre à témoin. Si vous estimez que vous disposez des preuves solides, des preuves valables, je dis il faut aller déposer ces preuves au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle va faire quoi? Va trancher. Je crois que c'est la meilleure voie. Donc, il faut lui faire et confiance. C'est beaucoup plus élégant. Je crois que c'est extrêmement important, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Je pense. C'est ça. Il y a d'aucuns qui pensent qu'à la seule constatation font qu'on ne peut pas croire que les élections sont finalement la solution à nos problèmes ici. Non, monsieur Wilson, lorsque par exemple certains esprits disent que les élections ne sont pas les solutions à nos problèmes, je dis mais c'est des esprits qui sont dans le tort. C'est une grosse erreur. Aujourd'hui, à travers le monde, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau des Nations unies, la seule voie royale pour parvenir à la magistrature suprême et qui est la voie autorisée, c'est les élections. Il n'y a pas 1000 voies. Alors, ces esprits qui pensent que l'élection n'est pas l'élection présidentielle ou je ne sais pas, mais si l'élection présidentielle n'est pas la seule voie, mais ils pensent alors à quelle voie? Quelle voie? Moi, je trouve et je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte global, c'est la seule voie qui peut permettre à quelqu'un qui, en toute légitimité, prétend devenir président et diriger son pays, c'est la seule voie qui s'impose à lui. Il n'y a pas 1000 voies, il n'y a pas autre chose. Et je pense emprunter une autre voie, je dis, c'est plutôt totalement suicidaire et ça va faire reculer votre pays. Nous n'avons plus besoin de ça. Le Togo est en train d'avancer et nous devons faire l'effort de permettre à ce pays d'avancer. Vous savez, nous sommes un pays particulier. Un pays touchant. Quand les gens viennent au Togo, ils trouvent que le peuple togolais a quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes un pays hospitalier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cela soit encouragé. Vous voyez, le jour, je voudrais paraphraser quelqu'un, l'empereur Bonaparte Napoléon, qui disait en 1816, le jour lorsque la Chine se réveillera, le monde tremblera. Moi, je voudrais que cela s'applique à notre pays. Voyez-vous, c'est-à-dire que je suis un peu excessif, mais je dirais tout simplement que le Togo est une bonne trajectoire. Le Togo, moi j'aime bien mon pays. Vous savez, nous avons toutes les occasions pour quitter, mais nous sommes dit non, il faut rester. Alors, le Togo est une bonne trajectoire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'être optimiste, n'est-ce pas? Tout n'est pas formidable dans le meilleur des mondes. Il y a des choses qui ne sont pas parfaites, nous sommes d'accord, mais progressivement, le Togo, lorsque notre pays va se décoller, parce que nous avons des ressorts nous permettant de décoller, lorsque, avec beaucoup de patience et avec beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de travail, quand le Togo va se réveiller véritablement, vous allez voir ce qui va se passer au niveau de notre sous-région. Ce pays a toutes les disponibilités en termes de ressources, en termes de... nous n'avons pas beaucoup de ressources, on n'a pas de pétrole, on n'a pas... Mais je dis en termes de ressources, en termes de personnes, en termes de cadres, et le peu que nous avons, cela peut nous permettre de faire beaucoup de choses. Et donc, moi, j'aurais souhaité, c'est mon humble avis, que les Togolais aujourd'hui fassent tout pour que le climat de paix dans lequel nous vivons et que les autres nous envient, je pense qu'il y a lieu de sauvegarder absolument ce climat de paix. C'est une richesse formidable que les autres n'ont pas. Regardez au niveau de la sous-région, la volatilité au niveau de la sous-région. Mais nous avons quelque chose, la stabilité qui est primordiale. Sans la stabilité et sans la paix, on ne peut absolument rien faire. Je crois que les Togolais doivent être plutôt encouragés parce que les dispositions existent. Quand vous prenez par exemple les jeunes, qu'est-ce qu'on n'a pas comme panoplie de projets pour encourager les jeunes lorsque, par exemple, ils veulent entreprendre. Quand vous prenez tout ce que le président de la République a promis, les engagements du chef de l'État, ce qui a été déjà fait et ce qu'il promet de faire, je dis, il faut quand même se nourrir d'espoir et dire que demain sera meilleur par rapport au passé. C'est ça. Sauf que nous sommes le seul pays dans la sous-région à ne pas encore connaître cette alternance politique. Quoi? À ne pas connaître quoi? L'alternance politique que nous envions aux autres aussi. Vous savez, moi je suis d'accord avec vous, mais alternance pour alternance, et non. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous voulons en fait? Nous voulons des changements, n'est-ce pas? Oui. Et les changements, on est en train de les obtenir. Le Togo de 2020 n'est pas le Togo de 2005. Il y a eu des réformes fondamentales qui ont été faites. Aujourd'hui, on a la limitation du mandat présidentiel, on a les élections
Pas du tout. Qui étaient des revendications essentielles formulées par l'opposition. Aujourd'hui, on est en train d'avancer. On est en train, le bulletin unique aussi. Alors, le bulletin unique ou la mort. Et tout cela aujourd'hui, ça fait partie des acquis. Alors, je crois que ce que nous avons aujourd'hui est bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consolider, il faut renforcer, il faut améliorer. On est d'accord. Alors, maintenant, par rapport à l'alternance, moi, je suis d'accord avec vous quand vous parlez d'alternance. Mais je dis, le contexte actuel dans lequel nous vivons, au niveau de la sous-région, nous avons besoin de quelqu'un qui a eu certaine expérience. Je vous dis la vérité. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va recommencer. Vous savez, la paix, c'est un bien précieux. Quand vous êtes dans un pays de paix, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas savoir que c'est un bien précieux. Le jour où vous aurez perdu cette paix, c'est en ce moment que vous allez vous rendre compte que vous avez perdu un bien précieux. Je pense, alternance, d'accord, mais je dis, et ceux qui aussi demandent l'alternance, mais on ne peut pas obtenir l'alternance comme ça. Il faut s'organiser pour pouvoir avoir l'alternance. Je pense que quand on veut affronter une machine comme UNIR, qui a commencé à préparer l'élection présidentielle depuis 3 ans, parce que depuis 2017, je vous ai dit que UNIR n'a plus jamais quitté le terrain. Alors je dis, mais il faut s'organiser. Quand vous voulez affronter un adversaire qui est plus coriace que vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plus d'efforts que lui, avoir plus de moyens que lui. Mais sinon, vous ne réussirez pas. Okay. C'est ce qui paraît aussi paradoxal pour les gens. Comment, en 2017, il y a ce soulèvement populaire, et puis 3 ans après, eh bien, on sort avec... Alors, très bien. Oui. Alors, je vais vous expliquer, vous et moi, parce que nous ne sommes que des observateurs en réalité. On ne prêche pas pour la chapelle de quelqu'un. Nous sommes que des observateurs et nous observons avec beaucoup de curiosité. Okay. Vous voyez, quand vous prenez par exemple Sokodé, quand le président de la République est allé à Sokodé, vous avez vu les images à la télévision, il y avait eu beaucoup de monde. La foule était dense. Qui aurait pu croire que le président allait recevoir un tel accueil? Le président a reçu un tel accueil tout simplement parce qu'il y a un travail qui a été fait bien avant. Vous savez, UNIR a une certaine méthode de travail que nous ne comprenons pas toujours. Parce que Sokodé était l'épicentre de la contestation. Et on pensait que quand le chef de l'État irait à Sokodé, il ne trouverait pas de monde. Mais quand il y a eu ces contestations, vous ne pouvez pas imaginer tout le travail qui a été fait de façon souterraine. Quand il y a eu des manifestations dans toutes les villes, mais après, vous avez des cadres qui vont dans ces localités pour discuter avec les familles, pour discuter avec la population. Et ça ne se fait pas devant les caméras de la télévision. Et une fois que les difficultés sont aplanies, vous allez voir que les problèmes sont réglés et au niveau des adversaires, on pense que ces villes restent toujours hostiles au chef de l'État, ce qui n'est pas le cas. Le problème a été réglé, l'opposition ne sait pas que ces problèmes ont été réglés, et l'opposition pense par exemple que la ville de Sokodé va basculer, la ville de Sokodé va voter pour l'opposition, la ville de Bafilo, la ville de Mango. Mais je dis, il faut comprendre la méthode de travail de UNIR. Et lorsque par exemple vous voulez affronter un adversaire, il est indiqué, il est de bon ton que vous fassiez l'effort de comprendre comment cet adversaire-là fonctionne, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Si vous ne faites pas cet effort de connaître votre adversaire, vous serez tout le temps battu. Bien, merci M. Koussin-Ouedevi. Je rappelle que nous sommes dans Rencontre Riche, un nouveau numéro. Nous parlons du décryptage de l'actualité de cette période post-électorale. C'est avec lui que nous analysons ces situations. Et maintenant, que faire de ces vérités de contestation qui s'annoncent par-ci, par-là? On a vu sur les réseaux sociaux des appels à manifester, à contester. Et comment gérer cela? Bon, écoutez, au risque de me répéter, nous sommes dans un pays de droit. Vous n'êtes pas content, vous le dites. On ne peut pas vous empêcher de le dire. Maintenant, il faut que tout se fasse c'est ça, j'ai compris. En respectant la loi. Il y a des contestations. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les résultats. Et s'ils ont des preuves de ce qu'ils avancent, ils n'ont qu'à aller déposer ces preuves auprès de la Cour constitutionnelle qui est le seul organe à trancher. Et je crois qu'il faut naturellement faire confiance à la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, le fait par exemple d'appeler les jeunes à descendre dans la rue, à manifester, très franchement, je crois sincèrement que le Togo n'a plus besoin de ça.
nous faisons des analyses, mais le Togo est quand même notre pays, c'est notre patrimoine, c'est notre bien commun, et nous n'avons pas intérêt à le détruire. Ok? Alors à partir de ce moment-là, je dis contestation, d'accord, mais que cela se fasse en respectant les lois. Une fois que vous respectez la loi, d'abord ça vous honore. Ça montre à quel point vous pouvez prétendre à diriger le pays demain. C'est-à-dire que vous faites preuve de responsabilité. Et c'est ça qui est indiqué. Et je pense que d'autres voies, la voie de la violence, je dis tout simplement que nous n'avons plus besoin de ça. Sincèrement, on n'a plus besoin de ça. C'est ça. Et peut-être un dernier mot pour clore cet entretien. Que dire en fin d'émission? Comment voyez-vous la vie de notre pays? Au début de notre émission, j'ai donné de bonnes notes à tout le monde. À tout le monde. J'ai donné de bonnes notes à notre pays d'abord, dont je suis fier. J'ai donné de bonnes notes aux candidats, aux électeurs, au peuple togolais. Mais je crois que nous avons vécu une expérience qui n'est pas comparable. Bon, cette élection ne peut pas être comparée aux autres élections. Et je crois qu'il se dégage justement de cette expérience que nous avons vécue un fait. C'est que nous gagnons chaque jour que Dieu fait en maturité. Et à partir de ce moment-là, ça devient pour nous une expérience, ça devient des acquis. Et ces acquis-là, le peuple togolais se doit de les garder. Et de les garder jalousement. On en a besoin. Pour le reste, je dis, contestation, très bien, mais que tout cela se fasse dans le respect de la loi. Et donc je demande tout simplement au peuple togolais, humblement, oui, c'est-à-dire que peut-être que je n'ai pas le droit de lancer tes appels, je demande tout simplement que les gens soient patients, que les gens soient optimistes et qu'ils fassent confiance à cet organe qui s'appelle la Cour constitutionnelle et qu'on attend avec grande patience les décisions que la Cour constitutionnelle prendra, je pense. C'est ça. Merci. C'est sur ce mot que prend fin ce numéro de rencontre-échange. Merci à vous, téléspectateurs, de l'avoir suivi. Merci à vous également, M. Koussaoui, pour ce déplacement dans nos studios ici. Merci. Malgré votre emploi du temps, chargé. Merci beaucoup. Parce que vous mettez votre expérience au service de la jeunesse togolaise. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour ce que vous faites pour la corporation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Comme je l'ai dit au début, ça m'a permis évidemment de retrouver cette ambiance dans un studio devant les caméras. Je pense que c'est une expérience qui nous manque. On a un peu de nostalgie. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à mes téléspectateurs. Autour samedi prochain pour de réflexions. Au revoir et à très bientôt.